L'aube bruissait faiblement au-dessus de l'aérodrome de Rechlin, lorsque le sol encore humide exhalait ce parfum de terre froide qui annonçait les premiers souffles du jour. Nous étions au cœur de l'Allemagne en guerre, dans la seconde moitié de l'année que l'on appelait 10 à 944, à un moment où l'aviation du Reich, jadis si orgueilleuse, commençait à sentir le poids écrasant d'une réalité changée. Le ciel, strié de traînées grises, demeurait silencieux, et l'on devinait seulement le crissement lointain d'un chariot tiré par un camion de maintenance. C'est dans cette atonie du matin que quelques officiers de la Luftwaffe, figés dans leurs manteaux bleu-gris, observaient un appareil étranger que l'on avait poussé sur la piste centrale. Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. L'avion n'était pas allemand. Ce n'était pas non plus l'un de ces appareils britanniques ou soviétiques déjà étudiés dans des hangars secrets. Il s'agissait d'un F-4U Corsair, récupéré dans un état étonnamment préservé, aux lignes baflantes pour quiconque y posait le regard. Ses ailes en mouette inversée donnaient l'impression d'une puissance contenue, d'une conception résolument moderne. Les hommes le considéraient avec perplexité, murmurant entre eux. L'un d'eux, un pilote décoré de la Jacques Geschwader, effleurait du doigt la tôle sombre de l'appareil, comme s'il cherchait à sentir l'esprit de l'ennemi. Le Corsair avait été capturé dans des circonstances que personne ne racontait clairement, mais on parlait d'un amérissage forcé au large des côtes d'Okinawa, puis d'un transfert complexe vers le continent asiatique avant son acheminement en Allemagne. L'histoire exacte se perdait déjà, déformée par des rumeurs et des récits fragmentaires. Mais une chose demeurait certaine. Le Corsair était là, authentique, presque intact, et le regard des aviateurs allemands s'attardait sur la forme des ailes, la profondeur du train d'atterrissage, la robustesse presque arrogante de la structure. Ce matin-là, l'un des à présent, un homme aux pommettes creusées et au regard d'acier, se tenait immobile, songeur. Son nom importait peu. Il portait sur les épaules la réputation d'un combattant chevronné, ayant volé sur Bechef 109 et Foueux 180, ayant affronté les chasseurs alliés dans les cieux d'Europe. Il avait senti la montée irrésistible de la pression ennemie, la densité croissante des escadrilles américaines et britanniques. Pourtant, jamais encore il n'avait eu sous la main un Corsair en état de marche. À première vue, l'appareil paraissait presque démesuré. Son moteur radial Pratt & Whitney, d'une puissance qu'on estimait supérieure à 2000 chevaux, dominait la structure, annonçant une vitesse et un couple impressionnants. Le fuselage avait été peint de nouveaux marquages allemands, mais on distinguait encore, sous les couches récentes, les traces de l'étoile américaine. Pour ces pilotes du Reich, c'était plus qu'une prise de guerre. C'était une fenêtre ouverte sur les secrets industriels des États-Unis, cette puissance lointaine qui, par son énergie inépuisable, submergeait peu à peu le conflit. Ce matin-là, tandis que les techniciens ajustaient quelques éléments du train d'atterrissage et vérifiaient la pression des pneus, Lass fut invité à s'approcher du cockpit. Il posa sa main sur le rebord métallique, observant la disposition des instruments. La simplicité rationnelle du tableau de bord le surprit. Là où les appareils allemands plaçaient souvent leurs jauges et leurs dispositifs selon une logique élaborée, presque ésotérique, le Corsair présentait une organisation claire, presque conviviale. Tout semblait orienté vers l'efficacité et la fiabilité. On ouvrit le capot moteur. Le pilote contempla le cœur du Corsair. Ce qui frappait, ce n'était pas seulement la puissance brute, mais l'agencement des éléments, la qualité des ajustements, la clarté de la maintenance. Le moteur paraissait bâti pour résister à tout, pour rester fonctionnel malgré des conditions extrêmes. Les techniciens allemands murmuraient, impressionnés malgré eux. Ils avaient vu nombre d'appareils alliés, mais le Corsair se distinguait. Le récit de cette matinée prend sa force lorsqu'on imagine la scène entière. Ces hommes, habitués à examiner leurs propres machines, se trouvaient désormais face à un modèle qui défiait leur certitude. La Luftwaffe avait longtemps estimé posséder une maîtrise exemplaire de l'ingénierie aéronautique, et il est vrai qu'au début de la guerre, leurs appareils incarnaient le sommet de la HAF Technology. Mais l'évolution du conflit avait révélé un décalage grandissant. L'industrie américaine, appuyée par une capacité de production sans équivalent, avait conçu des avions d'une robustesse remarquable. Le Corsair, avec son aile en mouette inversée,
avait été conçu pour répondre à une exigence claire: obtenir la meilleure combinaison de vitesse, de maniabilité et de résistance. La forme particulière des ailes lui permettait d'accueillir une hélice de large diamètre sans imposer un train d'atterrissage trop long et fragile. La position des jambes du train offrait non seulement la garde au sol nécessaire, mais réduisait aussi les risques d'accident lors des manœuvres sur les ponts d'envol. L'Allemand s'installa enfin dans le cockpit. Il respira l'odeur de métal et d'huile, puis observa la verrière, large et bien dégagée. Les sensations étaient différentes de celles d'un Bf-109, dont la verrière resserrée donnait au pilote la sensation d'être enfermé dans une capsule. Ici, l'espace semblait plus ouvert. Le pilote eut presque l'impression de flotter. Il enclencha les procédures de démarrage. Le moteur répondit d'un grondement profond, et toute la machine vibra. À ce moment précis, le souffle du corsaire se mêla au battement du sol. Les techniciens se retirèrent lentement. Le bruit résonna à travers le terrain d'aviation, s'enfonçant dans les hangars, rebondissant contre les murs. L'appareil semblait prêt à bondir, animé d'une vitalité singulière. Lorsque le pilote lâcha doucement le frein, quelque chose d'inattendu se produisit. Le corsaire commença à rouler avec une aisance qui surprit immédiatement les observateurs. Malgré sa masse, malgré la puissance de son moteur, l'appareil répondit avec douceur. Le train d'atterrissage, robuste et stable, amortissait les irrégularités du sol. Le pilote le dirigea sans effort visible. La queue de l'avion obéissait sans hésitation. Sur les pistes allemandes, souvent rayées par les mouvements précipités de chasseurs légers, on n'imaginait pas qu'un appareil aussi imposant que le Corsair puisse manifester une telle fluidité. Les pilotes habitués aux caprices du Bf-109 ou du Freux 180, dont les trains étroits demandaient une vigilance extrême, constatèrent avec étonnement la facilité de taxiage de l'avion américain. Ce fut alors que l'on prit conscience de l'une des vérités que ce Corsair révélait. Il avait été conçu non seulement pour exceller en vol, mais pour être manié sans danger dès le sol. La facilité avec laquelle il roulait sur la piste témoignait d'un soin particulier accordé aux opérations quotidiennes, aux mouvements sur les bases, aux besoins réels des pilotes. Las fit un premier tour de piste, serrant les leviers, jouant avec la sensibilité de la direction. Il sentit la stabilité du train d'atterrissage, sa capacité à maintenir l'axe sans dérive. Même sous la puissance du moteur, l'appareil demeurait docile. Les observateurs virent le Corsair suivre les lignes tracées sur le sol sans dévier. On eut l'impression, l'espace d'un instant, que l'avion se mouvait de lui-même, porté par une volonté sereine. Lorsque le pilote coupa enfin le moteur, la piste retomba dans un silence intimidant. Tous les regards se posèrent sur lui. Il retira sa combinaison, se dirigeant vers le groupe d'officiers impatients. Ses mots furent brefs. Il déclara que jamais encore il n'avait rencontré un appareil d'une telle stabilité au sol, qu'aucun avion allemand ne pouvait se targuer d'une maniabilité comparable lors du taxiage. Son ton n'était pas exalté, mais calme, presque admiratif. Cette remarque, aussi simple qu'elle fut, pénétra les esprits, car dans le détail apparemment banal des mouvements sur la piste, l'avion américain révélait la profondeur de sa conception. Et c'est là que naissait la première fissure dans l'orgueil technologique du Reich. Pour comprendre ce moment, il faut revenir aux convictions ancrées dans la pensée allemande à la veille du conflit. L'aviation allemande avait bâti sa doctrine sur la rapidité et la précision. Les appareils de la Luftwaffe, dans les premières années de la guerre, dominaient les cieux par leur maniabilité. Le Bf 109, conçu à la fin des années 30, symbolisait cette vision. Léger, rapide, réactif. Mais au fil du temps, la guerre exigea de nouveaux paradigmes. Les Américains, protégés par la distance et soutenus par une industrie pleine de ressources, révisèrent leur conception. Le Corsair représentait ce changement, non plus un appareil sacrifiant tout à la vitesse, mais une machine combinant puissance, solidité et polyvalence. Au sein de la Luftwaffe, la découverte du Corsair accentua une angoisse latente. Les pilotes savaient que leurs adversaires évoluaient, mais tenir entre leurs mains la preuve tangible de cet écart technologique rendait la situation plus concrète. Dans les semaines qui suivirent, les essais continuèrent. On examina les ailes, la structure, les instruments. Les ingénieurs soulignèrent la qualité des matériaux, l'ingéniosité des montages,
la précision des finitions. Les pilotes allemands commencèrent à murmurer entre eux, reconnaissant l'avance américaine. Ce n'était pas seulement une affaire de performance en vol. Le Corsair avait été conçu en pensant à chaque étape du cycle de mission. Préparation, décollage, combat, retour. Rien n'avait été laissé au hasard. Pour les hommes de la Jagdgeschwader, habitués à des appareils légers, exigeants et souvent capricieux au sol, piloter le Corsair fut une révélation. Ils comprirent que l'efficacité ne se limitait pas aux manœuvres en altitude, mais commençait avant même de quitter la Terre. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne. Cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Ce premier contact, ce moment discret où quelques pilotes du Reich observèrent un appareil étranger rouler avec une grâce inattendue, marqua le début d'une prise de conscience. Ils étaient face à une machine née d'une culture industrielle différente, d'une approche pragmatique qui privilégiait non seulement la performance pure, mais aussi la fiabilité quotidienne. Ainsi commença l'effritement d'une certitude autrefois solide, l'idée que l'Allemagne demeurait la référence absolue en matière d'aviation de combat. Les jours suivants furent consacrés à des essais plus approfondis, dans des conditions de vol réelles. Le Corsair, toujours sous contrôle allemand, fut préparé pour les premières démonstrations aériennes. L'as qu'il avait d'abord taxié fut cette fois chargé de le soumettre aux limites de sa maniabilité. Le hangar de Rechlin, rempli de mécaniciens et d'ingénieurs, retentissait de bruits d'outils, de claquements de rivets et de phrases techniques échangées avec précaution. Chaque geste était méticuleusement consigné. Pression des pneus, régime moteur au démarrage, temps de réaction du gouvernail, élévation des volets et ailerons, résistance des surfaces de commande. Lorsque le pilote entreprit son premier roulage prolongé, le sol semblait s'effacer sous l'élan de l'appareil. La puissance de l'hélice, parfaitement contrôlée, créait un souffle capable de déplacer les papiers et les outils légers sur la piste. Les techniciens notèrent chaque détail. L'as allemand, concentré, sentit que le Corsair répondait instantanément à ses commandes, sans hésitation ni oscillation. Le comportement au sol était si stable que l'on put ajuster les virages avec un angle minimal du manche, un luxe que jamais un faux 180 ou un Bf-109 n'avait offert. Le premier décollage fut effectué en fin d'après-midi, lorsque la lumière rasante accentuait les contours du fuselage. Le moteur rugit, et l'avion s'éleva presque sans effort. Les jambes du train d'atterrissage, conçues pour absorber les contraintes du pont d'un porte-avions, amortissaient chaque ondulation de la piste. À cet instant, les pilotes allemands prirent conscience que la conception américaine ne se limitait pas à la performance aérienne. La sécurité et la facilité d'exploitation faisaient partie intégrante de la philosophie de l'appareil. En vol, le Corsair révéla ses autres qualités. La vitesse maximale atteinte en test dépassait largement celle des chasseurs allemands de même catégorie, tout en conservant une stabilité remarquable. Les ailerons répondaient avec précision, les volets facilitaient l'atterrissage et la puissance du moteur radial permettait des manœuvres prolongées sans surchauffe. Les instruments, disposés de manière ergonomique, permettaient aux pilotes de se concentrer sur la navigation et le combat, plutôt que sur la surveillance de multiples jauges dispersées. Chaque manœuvre fut scrutée par des observateurs postés à l'extérieur du cockpit. On notait la résistance de l'appareil dans les virages serrés, le comportement du train lors de l'atterrissage, la réponse du moteur aux changements brusques de régime. Les ingénieurs allemands, habitués à réparer et ajuster leurs propres machines, reconnurent une supériorité évidente. La robustesse et la cohérence du Corsair dépassaient leurs standards de tolérance. Dans les jours qui suivirent, plusieurs pilotes de chasse expérimentés eurent l'occasion de prendre les commandes. Chacun constatait, avec un mélange d'admiration et de malaise, l'équilibre parfait entre puissance et maniabilité. Certains allèrent jusqu'à comparer les sensations à celles d'un appareil plus léger, bien que le Corsair fût plus massif et plus puissant. La capacité de l'avion à encaisser des mouvements brusques, tout en conservant une stabilité remarquable, marquait un écart technique que les meilleurs pilotes allemands ne pouvaient ignorer. Un jour de test, alors que l'avion atteignait une altitude de 5000 mètres, un as allemand remarqua que le comportement de l'appareil restait constant, même dans des conditions de turbulence modérée. La rigidité de la structure, combinée à une conception aérodynamique avancée,
réduisait les vibrations et les oscillations. Ce constat, apparemment banal, eut un impact psychologique considérable. Il démontrait que le Corsair n'était pas seulement performant sur papier, mais fiable en conditions réelles, là où la vie du pilote dépendait de chaque élément de la machine. Dans le hangar, l'échange d'informations avec les techniciens se fit plus précis. Les ingénieurs américains, par leurs publications et brevets, avaient mis en œuvre des principes que les Allemands n'avaient pas encore systématisés. Les alliages utilisés pour le fuselage et les ailes présentaient une résistance supérieure à celle de nombreux avions européens, tout en conservant un poids raisonnable. Le contrôle des tolérances et la qualité de finition se révélaient exceptionnels, offrant une précision quasi industrielle. L'un des points qui frappa particulièrement les pilotes allemands fut la disposition du train d'atterrissage. La stabilité au sol et la facilité de manœuvre lors du taxiage étaient le résultat d'un calcul précis des forces appliquées et de l'absorption des chocs. Contrairement au Bf-109 ou FRO 180, souvent capricieux lors de décollage ou d'atterrissage, le Corsair minimisait les risques de sortie de piste ou de retournement accidentel. Cela permit de réduire les pertes d'appareils lors de simples opérations au sol, un facteur logistique non négligeable dans la planification des missions. Chaque vol de test fournissait de nouvelles données. On mesurait l'accélération au décollage, la vitesse ascensionnelle, la consommation de carburant, la réactivité des commandes, la résistance des matériaux à l'effort. Les pilotes notèrent également l'ergonomie de la cabine. Visibilité, disposition des instruments, facilité d'accès aux commandes principales. L'avion semblait conçu pour que le pilote puisse se concentrer sur le combat et non sur la survie face à des défauts mécaniques. Cette révélation eut un effet immédiat sur l'état d'esprit des pilotes allemands. Les plus expérimentés, qui avaient combattu des escadrilles américaines au-dessus de l'Europe et du Pacifique, comprirent que l'avance industrielle et technologique alliée dépassait de loin ce qu'ils avaient imaginé. Le Corsair n'était pas simplement un appareil supérieur. Il incarnait une approche de conception globale, intégrant robustesse, performance et sécurité. Le processus de test inclut également des simulations de combat. Les pilotes allemands, après quelques vols, furent invités à exécuter des manœuvres inspirées du dogfight. Ils constatèrent que, malgré sa taille et son poids, le Corsair pouvait rivaliser avec des chasseurs plus légers. La puissance du moteur, combinée à la portance accrue des ailes en mouette inversée, permettait des montées rapides, des piquets précis et des virages relativement serrés. Même dans des situations où la manœuvrabilité pure semblait défavoriser l'avion, sa stabilité et la puissance disponible compensaient largement. En comparant ses performances avec celles des avions allemands, une certitude émergea. La Luftwaffe ne pouvait plus se fier uniquement à ses doctrines établies. Les appareils ennemis, conçus pour combiner fiabilité et puissance, forçaient à repenser les stratégies de combat. Les pilotes durent admettre qu'ils faisaient face à un adversaire supérieur non seulement par le nombre, mais par la conception même des machines. Dans les jours suivants, l'analyse du Corsair se poursuivit au niveau technique. Les ingénieurs examinèrent la structure interne des ailes, la répartition des tensions, les systèmes hydrauliques, les fixations des armements. Ils notèrent la présence de mécanismes permettant un entretien plus rapide et plus sûr. Les canons étaient montés avec une précision permettant une visée constante, même après de multiples missions. Les systèmes de refroidissement et de lubrification étaient redondants, réduisant le risque de panne. Cette attention portée aux détails illustra un principe fondamental. L'ingénierie américaine privilégiait une approche systémique. Chaque composant, chaque raccorde, chaque jauge servait un objectif précis, contribuant à l'efficacité globale. La cohérence et la fiabilité du design rendaient l'avion moins dépendant des interventions humaines, contrairement aux avions allemands qui nécessitaient une attention constante et des ajustements fréquents. La révélation psychologique fut tout aussi importante. Les pilotes allemands, habitués à considérer leurs propres avions comme les plus performants, durent accepter l'idée que l'ennemi possédait un niveau de sophistication supérieur. Ce constat, bien qu'évide pour les stratèges de haut rang, devenait tangible lorsqu'il se traduisait par un appareil maniable, fiable et puissant sous leurs yeux. Le Corsair n'était pas seulement un défi technique. Il représentait un miroir de l'industrie américaine et de sa capacité à mobiliser ressources, ingénierie et production à une échelle que le Reich ne pouvait égaler. La supériorité aérienne alliée, souvent perçue comme le fruit de la quantité,
se révélait également être le fruit de la qualité et de la saille. Réflexion stratégique. Les vols se poursuivirent plusieurs semaines. Chaque pilote d'essai ajoutait ses observations au dossier technique. On mesurait l'endurance du moteur, la précision des commandes, la résistance aux piquets et aux virages, la consommation de carburant à différentes altitudes et la tolérance de la cellule aux charges multiples. Les données collectées confirmèrent de manière répétée la supériorité générale de l'avion sur les chasseurs allemands, à la fois en termes de maniabilité, de puissance et de sécurité. Parallèlement, des sessions de discussion eurent lieu pour analyser les implications tactiques. Les pilotes comprirent que la doctrine allemande basée sur la vitesse et la précision absolue devait être réévaluée face à une machine combinant vitesse, endurance et robustesse. La stratégie devait désormais tenir compte d'un adversaire capable de soutenir des engagements prolongés, tout en offrant une fiabilité inédite au sol et en vol. Cette phase de test et d'analyse permit également de révéler une vérité inattendue. L'avion américain n'était pas simplement performant au combat, il facilitait le quotidien du pilote. Les départs, les atterrissages, les vérifications avant vol, la maintenance régulière, tout semblait simplifié par une conception pragmatique. Les pilotes allemands, qui avaient souvent dû composer avec des caprices mécaniques et des exigences techniques complexes, prirent conscience de l'ampleur du fossé qui les séparait de la philosophie américaine. Le Corsair, en somme, n'était pas seulement un outil de guerre. Il était le reflet d'une approche industrielle et stratégique globale. Il incarnait une philosophie où la performance n'était pas sacrifiée pour l'efficacité, où la sécurité au sol était aussi importante que la supériorité aérienne, où chaque élément servait un objectif mesurable et concret. Lorsque les essais s'achevèrent et que l'avion fut rangé dans le hangar, l'atmosphère était chargée d'un mélange de respect et d'appréhension. Les pilotes et ingénieurs allemands avaient été confrontés à une réalité incontournable. L'ennemi possédait des moyens techniques et industriels supérieurs, et le Corsair était une illustration tangible de cette supériorité. Ce constat allait influencer non seulement les analyses techniques, mais aussi la manière dont les pilotes envisageraient la guerre dans les mois à venir. Ainsi se concluait la première phase de découverte et d'évaluation. Le Corsair avait prouvé ce que les rapports de combat ne pouvaient pas révéler entièrement. La supériorité américaine reposait autant sur la conception ingénieuse et la robustesse des machines que sur la compétence des pilotes. Les essais allemands avaient permis de comprendre, à travers une expérience directe, que la force aérienne américaine combinait vitesse, puissance et fiabilité, des qualités que les avions allemands, malgré leur maniabilité, ne pouvaient égaler sur la durée. Après plusieurs semaines de tests intensifs, les pilotes allemands eurent le sentiment d'avoir touché du doigt une réalité qui dépassait largement leur expérience habituelle. Le Corsair, jusque-là perçu comme un simple appareil ennemi, était devenu une leçon concrète sur la supériorité industrielle et technologique américaine. Chaque vol, chaque observation, chaque mesure réalisée sur la piste et en l'air avait confirmé l'impression initiale. La conception et la robustesse de l'avion surpassaient tout ce que la Luftwaffe avait l'habitude de manipuler. Habitués à considérer leurs propres appareils comme la référence ultime en matière de maniabilité et de performance, ils se trouvaient confrontés à une machine qui ne cédait ni en puissance, ni en stabilité, ni en sécurité. Plusieurs as, qui avaient combattu dans toutes les conditions imaginables, reconnurent que la supériorité américaine ne se limitait pas à la quantité d'appareils produits, mais reposait sur un ensemble cohérent de design, de matériaux et de méthodes industrielles. Dans les briefings quotidiens, les pilotes relataient leurs expériences. Les descriptions portaient sur la douceur de la direction au sol, la précision du contrôle aérien, la constance du moteur et la facilité d'atterrissage. Chaque constat était enregistré avec minutie par les ingénieurs, qui utilisaient ces observations pour compléter leurs rapports techniques et envisager d'éventuelles améliorations pour les chasseurs allemands. Mais malgré toutes leurs compétences, ils durent admettre que certaines caractéristiques du Corsair échappaient à leur compréhension immédiate. La répartition des masses, l'équilibre aérodynamique et la capacité de résister à des manœuvres extrêmes sans défaillance. L'expérience eut également un impact sur la formation tactique. Les pilotes réalisèrent que les doctrines allemandes, basées sur la supériorité du pilotage et la manœuvrabilité pure des avions, devaient être réévaluées. Le Corsair montrait que la combinaison de vitesse, d'endurance et de maniabilité
pouvaient compenser les tactiques traditionnelles de dogfight. Les simulations de combat menées avec l'appareil démontraient qu'un pilote moins expérimenté pouvait, grâce à la fiabilité et à la puissance du Corsair, rivaliser avec des adversaires plus aguerris. L'analyse de la structure interne révéla des innovations notables. Les alliages utilisés pour le fuselage et les ailes permettaient une légèreté relative tout en offrant une résistance exceptionnelle aux contraintes. Les boulons, rivets et attaches étaient disposés selon des normes précises, garantissant une cohérence de la structure même après de multiples charges ou impacts. Les systèmes hydrauliques, électriques et mécaniques étaient redondants, assurant que la panne d'un élément ne compromettait pas le fonctionnement global. Ces détails, insignifiants à première vue, contribuaient à une impression de solidité et de sécurité rarement rencontrée dans les chasseurs allemands. Les ingénieurs allemands se penchèrent également sur les commandes de vol. Les ailerons, gouvernail et volets répondaient avec une précision remarquable, sans aucun délai perceptible. Les tests de résistance démontrèrent que les surfaces de contrôle pouvaient supporter des forces supérieures à celles rencontrées en combat réel, sans fléchissement ni vibration excessive. Cette qualité de fabrication, combinée à une maintenance simplifiée, réduisait considérablement le risque d'accident et permettait aux pilotes de se concentrer sur la stratégie de combat plutôt que sur la survie de leur appareil. Le Corsair offrait également un confort relatif aux pilotes. La cabine était aménagée de manière ergonomique avec des instruments disposés pour minimiser les mouvements et maximiser la lisibilité. La visibilité depuis le siège du pilote était excellente, un avantage crucial lors des combats serrés. Les ingénieurs allemands, habitués à des cockpits plus exigus et moins pratiques, furent frappés par l'intelligence de cette conception. Elle reflétait une compréhension profonde de l'expérience du pilote, anticipant les besoins en mission et les contraintes physiques. Au fil des semaines, le Corsair fut testé dans diverses configurations. Des simulations d'attaque et de défense furent réalisées, des manœuvres à haute vitesse, des piquets en spirale, des virages serrés et des vols à basse altitude. Dans chaque scénario, l'avion se comporta de manière stable et prévisible. Les pilotes allemands constatèrent qu'il était possible de pousser la machine à ses limites sans rencontrer de réactions imprévues, une qualité qui inspirait à la fois respect et inquiétude. Cette confrontation directe avec la technologie américaine suscita des discussions parmi les officiers supérieurs de la Luftwaffe. Certains exprimèrent leur étonnement face à l'avance américaine, non seulement en termes de puissance industrielle, mais également de réflexion stratégique dans la conception des appareils. Les rapports techniques produits à Rechlin étaient détaillés et précis, incluant des schémas, des mesures exactes et des recommandations pour tenter de reproduire certains principes dans les futurs prototypes allemands. Cependant, la reconnaissance implicite de l'avance américaine créa une tension. Admettre la supériorité ennemie revenait à accepter les limites croissantes de la propre industrie allemande. Parallèlement, les pilotes eux-mêmes furent confrontés à un dilemme psychologique. L'orgueil de l'as, forgé dans des années de combat, acharné, se heurtait à la réalité tangible d'une machine supérieure. Certains exprimaient leur admiration de manière ouverte, décrivant le Corsair comme incroyablement maniable, plus stable que tout ce que nous avons connu, presque irréel dans sa précision. Ces aveux, bien que rarement publiés, témoignaient d'un changement de perception radical. La guerre aérienne, autrefois dominée par la confiance dans les capacités personnelles et les doctrines nationales, se révélait maintenant dépendante de facteurs industriels et techniques bien plus larges. Les tests se poursuivirent sur le plan logistique et technique. La maintenance du Corsair fut étudiée en détail. Démontage des moteurs, inspection des composants internes, vérification des circuits de carburant et d'huile. Chaque opération révéla une approche méthodique et rationnelle, où la sécurité et l'efficacité étaient prioritaires. Les mécaniciens allemands, bien qu'expérimentés, durent adapter leurs méthodes pour répondre aux exigences de précision et de standardisation de l'appareil. Un autre aspect surprenant fut la longévité des composants. Les essais prolongés démontrèrent que le moteur radial pouvait fonctionner à haute puissance pendant de longues périodes, sans surchauffe ni usure excessive. Les ailes et la structure de l'avion conservaient leur intégrité même après des stress répétés, et les instruments demeuraient fiables malgré les vibrations et les changements rapides de régime. Cette robustesse inattendue
renforça la perception d'une supériorité technologique américaine qui dépassait la simple vitesse ou la puissance de feu. Dans l'ensemble, le Corsair devint un outil d'enseignement et de réflexion pour la Luftwaffe. Chaque vol, chaque analyse, chaque rapport contribuait à une meilleure compréhension des méthodes alliées, mais aussi à une conscience douloureuse de l'écart qui séparait les deux belligérants. Les pilotes allemands, confrontés à cette machine, durent admettre que l'ennemi ne possédait pas seulement des ressources matérielles supérieures, mais aussi une philosophie de conception où la cohérence, la sécurité et la performance allaient de pair. L'après-midi de chaque test était souvent consacré à la compilation des données. Les ingénieurs enregistraient la consommation de carburant, les vitesses atteintes, les temps de réaction, la tolérance des matériaux et la résistance aux manœuvres extrêmes. Chaque observation était notée avec précision, et des tableaux comparatifs furent élaborés pour mettre en évidence les écarts entre le Corsair et les chasseurs allemands. Ces documents, destinés à l'étude interne, étaient d'une valeur exceptionnelle, car ils permettaient d'appréhender concrètement les limites des avions allemands et de réfléchir à des améliorations possibles. En parallèle, des discussions sur la doctrine et la tactique eurent lieu. Les instructeurs réalisèrent que la supériorité américaine impliquait un changement de perspective. Les manœuvres qui fonctionnaient contre des Bf-109 ou des feux 180 ne suffisaient plus. Les pilotes devaient tenir compte de la puissance et de la robustesse de l'ennemi et repenser les stratégies d'engagement. La guerre aérienne, déjà complexe, devenait encore plus exigeante une compréhension approfondie des forces et faiblesses adverses. Au fil du temps, les leçons tirées du Corsair influencèrent également la production et la conception d'appareils allemands. Les ingénieurs essayèrent d'adopter certaines innovations observées, comme la répartition optimisée des masses, la fiabilité accrue des moteurs et la simplification des commandes. Cependant, les contraintes industrielles et la rareté des matériaux rendaient difficile la reproduction exacte des qualités du Corsair. La machine américaine restait un exemple à la fois inspirant et frustrant, un symbole de ce qui avait été perdu sur le plan technologique. L'impact psychologique sur les pilotes fut durable. La confrontation avec le Corsair transforma la perception de la guerre aérienne. Les Allemands, habitués à se fier à leurs compétences personnelles et à la supériorité théorique de leurs avions, durent reconnaître que l'efficacité et la sécurité d'un appareil pouvaient changer l'issue d'un combat. L'expérience leur enseigna l'humilité, mais aussi la nécessité d'adapter les tactiques et de valoriser la robustesse et la fiabilité. Enfin, le Corsair fut retiré des tests après plusieurs mois d'évaluations approfondies. Il avait accompli sa mission. Démontrer, par l'expérience directe, l'avance américaine en matière de conception, de production et de philosophie aéronautique. Les rapports finaux, conservés dans les archives de Rechlin, témoignaient de la précision de l'analyse, de la rigueur des tests et de l'impact psychologique sur les pilotes allemands. Ces documents sont aujourd'hui une source précieuse pour comprendre comment une seule machine pouvait révéler la supériorité stratégique et industrielle d'un adversaire. Cette histoire, centrée sur un appareil unique, illustre un principe fondamental de la Seconde Guerre mondiale, la technologie, lorsqu'elle est intégrée de manière cohérente avec la production et la tactique, peut changer radicalement la perception et l'efficacité d'une force armée. Le Corsair n'était pas seulement un outil de combat, il était un révélateur, un miroir de la puissance alliée, et une leçon sur l'importance de la conception, de la fiabilité et de la vision stratégique. Les pilotes allemands, confrontés à cette réalité, durent réévaluer leur rôle et leur méthode. Certains exprimèrent leur admiration avec franchise, reconnaissant que le Corsair représentait une avancée que leurs propres appareils ne pouvaient égaler. D'autres ressentirent un mélange d'inquiétude et de respect. Si l'ennemi pouvait produire de tels avions en série, l'issue de la guerre aérienne devenait plus incertaine. L'héritage de cette confrontation va au-delà des simples performances techniques. Il montre comment une seule machine, soigneusement examinée et testée, peut bouleverser des certitudes, transformer des tactiques et influencer la perception stratégique. Les leçons tirées du Corsair ont été consignées avec précision, et leur étude permet encore aujourd'hui de comprendre l'importance de la cohérence, de la fiabilité et de la conception intégrée dans le domaine militaire. Ainsi se clôt l'histoire du Corsair testé par les pilotes allemands. Une histoire de surprise,
de respect et d'acceptation de la réalité. Une histoire qui rappelle que la guerre n'est pas seulement une confrontation humaine, mais aussi un affrontement technologique et industriel. Dans les hangars de Rechlin, les moteurs se turent, les instruments furent rangés, et le corsaire resta immobile, témoin silencieux d'une leçon que les pilotes allemands n'oublieraient jamais. Même après la conclusion des tests directs du corsaire, les répercussions de cette expérience se firent sentir bien au-delà des pistes d'essai. Les rapports techniques, soigneusement consignés par les ingénieurs de Rechlin et les pilotes affectés aux évaluations, circulèrent dans les cercles restreints de l'état-major de la Luftwaffe, engendrant une réflexion profonde sur la stratégie aérienne allemande. Les pilotes ayant manié le corsaire partageaient des impressions détaillées sur chaque aspect de la machine, depuis la maniabilité au sol jusqu'à la résistance du moteur radial en vol prolongé, et ces témoignages nourrissaient une conscience collective de l'écart technologique qui s'était creusé au fil de la guerre. L'effet psychologique initial se traduisait par un mélange de fascination et de frustration. Les pilotes allemands, reconnus pour leur expertise et leur habileté, devaient maintenant accepter que le corsaire possédait une combinaison de qualités rarement observées dans les chasseurs européens: la douceur des commandes, la stabilité en piqué, la résistance aux manœuvres extrêmes et la précision des instruments constituaient un ensemble qui dépassait largement leurs propres standards. Cette confrontation directe avait un impact tangible sur la confiance des pilotes. D'une part, ils admiraient la conception américaine, d'autre part, cette supériorité révélée les confrontait à une réalité inquiétante, celle de la capacité industrielle et technologique alliée. Les implications pratiques de cette expérience furent multiples. Dans les semaines suivant les tests, certains pilotes tentèrent de transposer les observations sur leurs propres appareils. Bien que les contraintes industrielles et matérielles allemandes limitaient fortement l'implémentation immédiate, la connaissance du corsaire permit d'envisager des améliorations précises. Modification des systèmes de contrôle pour accroître la stabilité, renforcement des structures pour résister à des contraintes accrues, et optimisation des instruments de bord pour améliorer la lisibilité et la sécurité du pilote. Parallèlement, les instructeurs et stratèges de la Luftwaffe réévaluèrent la formation des pilotes. Le constat était clair. La doctrine basée sur la supériorité des manœuvres et la maîtrise individuelle ne suffisait plus. Les simulations de combat et les exercices sur le terrain, intégrant les enseignements tirés du corsaire, démontrèrent que la vitesse, la stabilité et la robustesse d'un appareil pouvaient modifier le déroulement d'un affrontement. Les pilotes furent encouragés à repenser leur tactique, notamment l'usage du EPRIA, piqué, la gestion de la vitesse et l'exploitation des angles morts ennemis pour compenser l'avance matérielle de l'adversaire. L'étude des matériaux et de la construction du corsaire constituait un chapitre à part. Les ingénieurs allemands analysèrent chaque composant, des longerons d'ailes aux fixations de gouvernail, en passant par les raccords hydrauliques et les circuits électriques. La qualité des alliages, la précision des rivets, l'assemblage méticuleux et la redondance des systèmes contribuaient à une fiabilité exceptionnelle. Ces observations permirent de comprendre pourquoi un appareil pouvait encaisser des dommages significatifs sans compromettre la mission ou la sécurité du pilote, un aspect crucial qui modifia la perception allemande de ce qu'un chasseur devait être capable d'accomplir. L'un des points les plus frappants concernait le moteur radial Pratt, Whitney ER2 1800, sa capacité à fournir une puissance constante et fiable même, après des heures de vol en conditions extrêmes, impressionna particulièrement les mécaniciens allemands. Les tests prolongés démontrèrent la tolérance de l'appareil aux variations de pression, aux températures élevées et aux changements rapides de régime. Comparé aux moteurs allemands, souvent plus sensibles aux contraintes et nécessitant un entretien plus fréquent, cette caractéristique renforçait l'impression d'une supériorité industrielle systématique et planifiée. Les pilotes allemands rapportèrent également des détails sur la cabine et la visibilité offerte par le corsaire. La disposition ergonomique des instruments, le confort relatif et l'angle de vision optimal constituaient un avantage stratégique considérable. Dans les combats à basse altitude ou les approches rapides, ces éléments réduisaient le stress du pilote et amélioraient la précision des tirs. L'analyse de ces caractéristiques influença plus tard la conception de certaines cabines allemandes, bien que la mise en œuvre complète fût limitée par les contraintes de production et de matériaux.
L'expérience permit aussi d'observer le comportement du corsaire en situation tactique simulée. Les pilotes allemands testèrent des engagements fictifs contre leurs propres appareils, évaluant la réaction du chasseur américain dans des manœuvres complexes, piquets en spirale, virages serrés, plongées rapides et ascensions subites. Chaque scénario confirmait la supériorité de l'avion en termes de stabilité et de réponse aux commandes, ce qui obligeait à réviser les tactiques existantes. Les enseignements tirés furent intégrés au programme de formation, marquant une évolution notable dans la préparation des pilotes allemands pour faire face aux forces alliées. Un autre aspect révélateur fut la maintenance et la logistique. Les mécaniciens découvrirent que les systèmes du Corsair avaient été conçus pour être facilement accessibles et réparables. Les composants pouvaient être démontés, inspectés et réassemblés avec un minimum d'outils spécialisés. Cette approche contrastait avec la complexité des appareils allemands, où chaque intervention nécessitait un savoir-faire spécifique et un équipement parfois rare. La fiabilité combinée à la facilité d'entretien soulignait la planification industrielle avancée qui caractérisait la production américaine. Les pilotes et ingénieurs allemands notèrent également l'influence du Corsair sur la perception de la guerre aérienne. La confrontation directe avec un appareil supérieur révéla que l'issue des combats ne dépendait pas uniquement de l'habileté individuelle, mais aussi de la cohérence entre conception, production et tactique. L'avance alliée en matière de technologie et d'organisation industrielle représentait un facteur stratégique majeur, influençant la planification, la formation et les doctrines. Au fil des analyses, les rapports consignés comprenaient des mesures précises: vitesse maximale et minimale, angle de piquet, tolérance structurelle, consommation de carburant, performance du moteur sous différentes charges, et comportement en cas de panne simulée. Chaque donnée était comparée aux performances des chasseurs allemands, révélant des écarts parfois significatifs et fournissant des pistes pour des ajustements éventuels dans la conception des futurs prototypes. Le Corsair permit aussi d'appréhender l'importance de la polyvalence opérationnelle. L'appareil pouvait être employé à la fois comme chasseur et comme bombardier léger, grâce à sa capacité à transporter des bombes et des roquettes, tout en conservant maniabilité et stabilité. Cette polyvalence augmentait la flexibilité tactique, un élément que les pilotes allemands reconnurent comme un avantage stratégique. La Luftwaffe, confrontée à des besoins multiples sur différents fronts, devait considérer cette caractéristique comme un exemple à suivre, même si la reproduction exacte restait hors de portée industrielle. Les enseignements tirés du Corsair eurent également un impact indirect sur l'industrie aéronautique allemande. Les ingénieurs, confrontés à la documentation et aux rapports détaillés, tentèrent d'extrapoler certaines méthodes et techniques pour améliorer la robustesse, la fiabilité et l'ergonomie des appareils locaux. Bien que les matériaux et les ressources restassent limités, l'analyse du Corsair permit de mieux comprendre l'importance d'une conception intégrée et réfléchie, où chaque détail, de la répartition des masses à la disposition des instruments, contribue à l'efficacité globale. L'influence du Corsair sur la formation des pilotes se manifesta par l'intégration de nouveaux exercices tactiques et de simulations basées sur les performances observées. Les pilotes devaient maintenant s'entraîner en tenant compte de la possibilité de rencontrer un adversaire doté d'une puissance et d'une maniabilité supérieure. Les enseignements concernaient la gestion de la vitesse, l'exploitation des angles morts, l'anticipation des réactions de l'ennemi et la prise en compte de la robustesse de l'appareil adverse. Cette adaptation tactique constituait une réponse directe à l'expérience acquise lors des tests du Corsair. Enfin, le Corsair devint un symbole de ce que la guerre industrielle pouvait accomplir. Au-delà des compétences individuelles et du courage des pilotes, l'issue des combats dépendait de la cohérence entre conception, production et stratégie. La supériorité matérielle américaine, rendue tangible par l'examen direct de l'avion, influença profondément la perception allemande de la guerre et de ses propres limites. Cette expérience souligna que la victoire ne reposait pas uniquement sur la bravoure ou l'ingéniosité, mais sur la capacité à combiner innovation technique, production à grande échelle et tactique adaptée. L'héritage de ces tests se prolongea après la fin de l'expérience directe. Les documents, les rapports et les analyses furent conservés dans les archives de la Luftwaffe et étudiés par les générations suivantes d'ingénieurs et de stratèges.
Les enseignements du Corsair, notamment la robustesse, la polyvalence et la précision, influencèrent certaines conceptions postérieures, même si la guerre touchait à sa fin et que la capacité de mise en œuvre restait limitée. La conclusion de cette phase fut double. D'une part, le Corsair démontra la supériorité technique et industrielle américaine, consolidant la perception que la Luftwaffe devait composer avec un adversaire technologiquement avancé. D'autre part, l'expérience permit de tirer des enseignements pratiques sur la conception, la maintenance et la tactique, offrant une vision plus complète et réaliste de ce qu'une force aérienne moderne pouvait accomplir. Ainsi, le Corsair ne fut pas simplement un appareil testé pour évaluer ses performances, il devint un catalyseur de réflexion stratégique et technique, un révélateur des forces et faiblesses allemandes, et un exemple concret de la manière dont la technologie et l'industrie peuvent transformer l'art de la guerre. Les pilotes et ingénieurs allemands, confrontés à cette machine, durent reconnaître qu'une seule expérience concrète pouvait bouleverser des certitudes anciennes et influencer durablement la doctrine aérienne. En résumé, l'impact du Corsair testé par les pilotes allemands fut multidimensionnel. Il affecta la psychologie des pilotes, l'enseignement tactique, l'analyse technique et la réflexion stratégique. Il illustra que l'efficacité d'une force aérienne ne se mesure pas uniquement par le nombre d'appareils ou l'expérience individuelle, mais par la cohérence entre conception, production et capacité opérationnelle. Cette leçon, gravée dans les rapports de Rechlin et dans la mémoire des pilotes, constitue un exemple clair de l'importance de la technologie et de l'industrie dans le déroulement de la Seconde Guerre mondiale. À suivre, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochaines. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.